François Asselineau, bonjour. Bonjour. Alors, avant de s'intéresser à un sujet qui vous est cher, ô combien, on va faire un petit détour par l'Algérie. L'Algérie, donc Bouteflika ne se représente pas un 5e mandat. Il y a une période d'incertitude quand même. Vous redoutez cette période? Écoutez, d'abord, ce sont les affaires des Algériens. Hein. Ouais. Voilà, ils ont un phénomène gilet jaune, mais qui s'est développé beaucoup plus rapidement et qui a un peu embrasé la société algérienne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut être très vigilant sur ce qui se passe, mais laisser les Algériens régler leurs problèmes entre eux. Vous ne redoutez pas la soldatesque de l'armée ou les islamistes? C'est un pays indépendant, on n'a ni ingérence ni indifférence. Alors, Voilà. en revanche, l'ingérence, vous en ferez peut-être avec le Brexit, non? Vous en parlez du Brexit, ça? Ah bah là, ça nous concerne directement. Ça vous inspire? Bah oui. Pourquoi? Vous êtes toujours sur la ligne du Frexit? Plus que jamais. Plus que jamais. Plus Pourquoi? que jamais. Ben parce que d'abord, le Brexit ne se passe mal que dans les médias. Ouais. C'est en France qu'on fait croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est un problème... C'est un complot? Non, c'est pas un complot. Non, les complots, je laisse ça à M. Macron, hein, puisque M. Macron a rappelé, vous savez, qu'il avait dit que les Gilets jaunes, c'était Trump, ça c'était la team Macron, puis après lui-même, il a dit que c'était Poutine. Sur le Brexit, et puis après, alors. Mme Schiappa a dit que c'était les Italiens. Donc ça, les complots, je laisse ça à M. Macron. Sur le Brexit, alors. Le Brexit, eh bien, ça se passe bien, alors? Ça se passe mal du point de vue politicien. Et vous savez pourquoi? Parce que les 48% de Britanniques qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le référendum, en fait. Ils essaient de revenir sur le vote du peuple souverain. Les représentants qui avaient, enfin les élus ou les figures qui avaient défendu le Brexit, on les voit pas beaucoup non plus. Elles ont menti, elles ont reconnu avoir menti, elles ont... Monsieur Nigel Farage, par exemple, un de vos amis. Nigel Farage, il a créé un parti qui s'appelle le Parti du Brexit. Je suis pas là pour le défendre. Ouais. Enfin, si on leur donne autant la parole qu'à moi, on pourrait dire moi aussi que j'ai disparu de la circulation. Je rappelle que depuis 22 mois, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur TF1, LCI, LCP et toutes les chaînes de télévision publiques. Et pas le Figaro. Est-ce que vous trouvez ça normal, d'ailleurs, soit dit en passant? Je n'ai pas... Qu'un parti... Non mais attendez, puisqu'on en est à parler de démocratie, est-ce que vous trouvez normal que le parti que je représente, l'UPR, dont le site internet est le plus consulté de tous les partis politiques français, dont notre chaîne de télévision fait un grand succès, on a dépassé les 108 000 abonnés, est-ce que vous trouvez normal que depuis 22 mois, j'ai eu droit à une omerta complète? Les sondages aussi, monsieur Asselineau. Les sondages montrent que vous avez 1% d'intention de vote pour la prochaine... D'abord, c'est inexact. Le dernier me donne 1,5%. D'abord, et puis, attendez, les sondages, Madame Levavasseur, elle a fait quoi pour avoir la couverture médiatique? Oui, mais elle a eu une couverture 100 fois supérieure à celle que j'ai eue. Donc les médias sur le banc des accusés? C'est pas le banc des accusés, c'est que j'ai écrit à Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions, il y a maintenant 1 mois et demi. J'ai saisi le président du CSA et nous avons une politique qui est une politique de censure absolue de l'UPR. Je m'adresse ici à toutes les personnes qui nous regardent. Est-ce qu'elles trouvent ça normal? D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire au Figaro que je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'on me consacre un entretien. Depuis 12 ans que j'ai créé l'UPR, ça serait peut-être pas mal. Sur le Figaro papier. Vous êtes là pour ça? Le Figaro papier. Mais demain, le Figaro papier va rendre compte de notre entretien, monsieur Asselineau. Alors, on parle du Frexit, Brexit. Alors, pour célébrer, vous avez trouvé le moyen de célébrer le Brexit, peut-être le 29 mars, puisque c'est la date butoir au terme de laquelle, eh bien, normalement, la Grande-Bretagne pourrait sortir sèchement de l'Union européenne, ce que vous souhaitez sans doute. Moi, ce que je souhaite, c'est déjà qu'on respecte le souhait de la décision du peuple britannique. Vous êtes pour une sortie sèche? Je suis pour la sortie qui conviendra aux Britanniques, mais vous savez, la sortie sèche, comme vous dites, vous savez à qui ça fait peur? À qui? À la France et aux Européens. Et pourquoi? Parce que ça va nous coûter à nous. Parce que, ça va coûter plus à nous qu'aux Britanniques. Qu'est-ce que ça va coûter aux Britanniques, tiens? Non, mais je vous pose la question. Moi, je ne suis pas là pour donner les réponses. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Sur la télévision française, sur les radios, il n'y a jamais eu une seule émission de fond où on explique aux Français quels sont les inconvénients et les avantages pour les Britanniques, quels sont les inconvénients et les avantages pour la France. Les Britanniques, s'ils sortent sans accord, ils ont dit, c'était Dominique Raab, le ministre du Brexit, avait dit, les 44 milliards d'euros que vous nous réclamez, vous ne les aurez pas. Ça veut dire que la France, si le Royaume-Uni sort, on va passer de 17 à 20% du budget. Ça veut dire que la Commission européenne risque de se retourner vers nous en nous disant que vous nous devez... Ça va nous coûter plus cher. Ça va nous donner... Oui, mais en termes de commerce, en termes d'emploi... Attendez. Pour la Grande-Bretagne, c'est terrible. Soyons pragmatiques. Attendez, vous croyez, entre les Britanniques et les Anglais et les Français, qui, à votre avis, sont les plus pragmatiques des deux peuples? Vous savez très bien que ce sont les Britanniques. La légende veut que ce soit les Britanniques. Bon. J'ai entendu Macron qui avait dit à Bourtehoude, le village en Normandie, il avait dit devant les maires ruraux, vous vous rendez compte
Le Brexit, 70% des produits qui sont vendus dans les supermarchés au Royaume-Uni viennent du continent. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors les maires avaient été comme ça saisis. Premièrement, c'était une fake news. Macron est spécialiste des fake news. C'est pas 70%, c'est 30%. Mais moi, j'aurais été là, j'aurais dit, et alors, le 30 mars, le lendemain du Brexit, vous allez avoir des supermarchés qui vont passer des commandes aux producteurs français de cognac, de Bordeaux, de Roquefort. Vous croyez que le producteur de cognac va dire « Ah non, 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 hors de question, je ne vais pas vous vendre ». Ça va lui coûter plus cher aussi, peut-être. Non, c'est à nous que ça va coûter plus cher. Vous avez décidé... Attendez. Oui. Lors du jour du Brexit... Leur tourne. Oui, mais le jour... Mais attendez, c'est important ce que je dis. Le jour du Brexit, le lendemain, c'est la France qui va devoir mettre des droits de douane pour le tarif extérieur commun appliqué aux produits venus du Royaume-Uni. Mais il y aura toujours des produits du Royaume-Uni qui vont venir en Europe. Est-ce que vous croyez que Jean-Claude Juncker va se priver de sa bouteille de whisky qu'il prend au petit déjeuner? Là, c'est méchant, ça. Mais c'est pourtant vrai. Oui. Le 29 mars, vous êtes à Londres. Oui. Et vous organisez une grande fête. Une grande fête à partir de 18h30. Pour célébrer finalement le Brexit. Ça s'appelle la France libre de nouveau à Londres. Oui. Et nous avons déjà l'accord d'un certain nombre de personnalités françaises qui vont venir. Qui il y a notamment Édouard Husson qui... Mais j'en garde sous le coude. Mais Édouard Husson qui est un professeur spécialiste de l'Allemagne. Et puis on a aussi des personnalités britanniques. On a déjà 3 anciens ministres britanniques qui vont venir. Michael Farage aussi. Et peut-être Nigel Farage. Et peut-être encore. Et puis il y a des responsables du Parti travailliste. Et la BBC. Parce que nous serons le seul parti politique qui va réunir pratiquement 700 personnes. Vous serez 700 à Londres le 29 au soir. Écoutez, qui va payer ça? Ce sont nos adhérents qui payent, versent leurs cotisations. Et ils vont prendre l'Eurostar chacun fait son... Allez sur notre site internet, il doit rester quelques places. D'ailleurs, si vous voulez, je vous invite à venir. D'accord, merci. Le site, ça c'est entre Buckingham Palace et la Chambre des communes. Hein. On n'a pas pris n'importe quoi. Comment ça se passe, cette campagne électorale Sur le terrain, elle se passe très bien. Toujours Frexit. Oui. On sort de là. Ben oui. On dénonce tous les accords. Non, on dénonce 2 traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. D'accord. 2 traités internationaux sur les 6686 qui lient la France au reste du monde. Voilà, donc on reste très bon terme avec l'Allemagne. J'insiste, alors que le Front National, le Rassemblement National, qui ne prône plus la sortie de l'Europe, est autour de 20. Il y a il y a Debout la France qui est autour de 5, vous autour de 1. Il n'y a pas un peu trop de monde là parmi ceux qui sont contestataires de la politique Non mais attendez, vous avez d'un côté tous les partis politiques français sauf un qui trouve que l'Europe, le principe européen est formidable. Même monsieur Dupont-Aignan. Oui, bien sûr. Ils trouvent tous que le principe de la construction européenne est une chose formidable. Ouais. Ils constatent tous que ça ne marche pas. Y compris d'ailleurs M. Macron. Macron, comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon, comme M. Dupont-Aignan, comme les dirigeants du Parti socialiste, hein, il est mort. Oui. Bon, en pratique... C'est un espace laïque. Oui, en pratique... C'est terminé. Tous les autres partis politiques considèrent, 1, qu'il faut faire l'Europe, 2, que ça ne marche pas, et 3, ils proposent tous une autre Europe. Il n'y a qu'un seul parti qui dit on ne peut pas changer l'Europe parce qu'il faut l'unanimité des États membres, et donc il faut en sortir comme le font les Britanniques. Qui y aura sur votre liste? Ah, vous voulez tout savoir? Bah oui. On le saura quand? On a jusqu'à la fin avril pour déposer. Qui conduisez la liste? Oui, ça, je le sais. Ça a été annoncé depuis déjà le mois de l'été dernier. Beaucoup de jeunes? Beaucoup de jeunes. Vous savez, à l'UPR, il y a beaucoup de jeunes. Vous aimez Philippe de Villiers? Écoutez, je le connais. On a des points communs. On a aussi beaucoup de divergences. Vous le connaissez? Je l'avais rencontré une fois, il y a longtemps, il y a 15 ans, quand j'étais au RPF. On dit que dans son dernier livre, il reprend beaucoup de vos thèses, notamment celle sur M. Robert Schuman. Et sur Walter Hallstein. Qui aurait été l'un, Walter Hallstein, un nazi avant-guerre, et l'autre qui aurait été un collaborateur de Pétain. J'ai l'impression que M. Philippe de Villiers, effectivement, s'est inspiré de ma conférence qui s'appelle... C'est complètement démenti par les historiens, ces 2 thèses-là. Non, pas du tout, c'est absolument confirmé. Non, absolument pas. D'ailleurs, il y a 110 pages, 110 scans des preuves justificatives. Actuellement, on assiste à une campagne de diffamation contre Philippe de Villiers comme contre moi, parce qu'en fait, on ne veut pas regarder la réalité en face. En réalité, en effet, Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, qui a co-signé à côté d'Adenauer le traité de Rome, ce monsieur donnait des cours d'instruction de nazisme aux officiers de la Wehrmacht. Donc il faisait partie. Il était dans la Wehrmacht, mais ce n'est pas pour autant qu'il épousait les causes nazies. Mais est-ce que vous imaginez que vous pourriez dire ça, par exemple, sur Maurice Papon ?
vous seriez poursuivi pour apologie de crime de guerre. Comment se fait-il que tout le monde trouve formidable quelqu'un dont il est avéré qu'il était au moins... Ce que disent les historiens. Mais c'est pas les historiens, c'est pas vrai. Quant à M. Ça n'est pas vrai. Quant à M. Robert Schuman, il aurait démissionné après avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Mais ça n'en fait pas un collaborateur pour autant. Non, mais attendez, Maurice Schuman, il a passé la seconde. Il a été le premier. Robert Schuman, pardon. Robert Schuman a été le premier ministre du gouvernement Pétain à aller rencontrer un officiel nazi en Moselle, sans en parler à personne. Ensuite, il a passé une grande partie de la Seconde Guerre mondiale dans des monastères, un peu comme Paul Touvier. Donc ça ne fait quand même pas... Robert Schuman, à la Libération, devait être frappé d'indignité nationale. Et c'est le Charles de Gaulle qui a levé cette menace d'indignité nationale. C'était tout à fait un collabo, Robert Schuman, pardon. Vous arrivez à financer votre campagne électorale parce que beaucoup de partis disent frapper à la porte des banques et ils n'y arrivent pas. Les banques sont très rétives. Vous y arrivez. Oui, parce que nous, je sais qu'on est interdit des grands médias, mais nous sommes sur le... Vous n'êtes pas interdit bancaire, en tous les cas. Nous avons 0 € d'endettement bancaire. Tout est autofinancé par nos adhérents et nos cotisants. C'est une instruction que j'ai donnée dès la création de l'UPR. Quand vous comparez aux autres partis politiques, par exemple le Front National, le Front National, si vous divisez son endettement bancaire par les cotisations, vous apercevez que son endettement bancaire représente à peu près 6 à 7 ans de cotisations. Et comme en plus... Le Parlement européen réclame, je crois, 1 à 2 millions d'euros à Mme Le Pen pour détournement de fonds, puisqu'elle a financé des personnels à Paris et non pas des attachés parlementaires. Peut-être que le Front National, son endettement bancaire est de l'ordre de 8 ans de cotisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Elle est allée voir Édouard Philippe le 17 décembre dernier pour le supplier de l'aider financièrement. Et puis, 3 semaines après, elle a confirmé que le Front National refusait définitivement de sortir de l'euro. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Les grands partis politiques... C'est très triste de la part du Rassemblement national. Non, les grands partis politiques, Rassemblement national, Parti socialiste, Front de gauche, Rassemblement national, ils sont tellement endettés qu'ils sont dans la main des banques. Nous sommes totalement libres. Vous êtes indépendants. Indépendants, nous ne dépendons que du peuple français. D'ailleurs, moi je pense, je l'ai dit, qu'il faudrait désormais en France interdire aux partis politiques de pouvoir s'endetter. Voilà. D'accord. La crise des Gilets jaunes, on est en plein dedans. Tout le monde cherche la sortie du rond-point. C'est quoi la sortie ? De toute façon, la sortie, je pense qu'on est devant un phénomène qui va durer, parce que M. Macron ne peut pas... Vous êtes assez populaire chez les Gilets jaunes, hein, de plus en plus, oui. Ouais. De plus en plus. De plus en plus. Mais oui, pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, ils ont compris un truc. On vote à droite, on vote à gauche, on a toujours la même politique. Ils ont commencé à en avoir assez, d'autant plus que le niveau de vie ne cesse de s'effondrer. Je voudrais d'ailleurs à ce propos souligner, je ne sais pas, ici on en a quand même un peu parlé, mais ce rapport extraordinaire de ce think tank allemand qui s'appelle le CEP, qui a montré que l'euro coûte des fortunes à la France. Ça a été beaucoup remis en question, parce que les critères choisis étaient pas vraiment excellents. De toute façon, il n'y a pas besoin, à la limite, d'un think tank allemand. On constate que toutes les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes les plus pauvres sont en train de verser dans la misère. Donc, de plus en plus, les gens n'arrivent pas... C'est dû à la mondialisation qu'à l'Europe, monsieur Asselineau. Il y a les deux choses. Il y a la mondialisation, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que les délocalisations qui sont gravées dans les traités européens. Vous dites qu'on serait plus fort si on était seul plutôt qu'avec cette Union européenne. Ne dites pas seul. Non, mais la France. Non, ne dites pas seul. Est-ce que la Suisse, c'est la Corée du Nord? La réponse est non. Oui, mais elle a beaucoup d'accords assez avantageux avec l'Europe, d'ailleurs. Mais nous, une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, nous n'allons pas devenir la Corée du Nord. On aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète, 6686 traités, moins 2. On aura 6684 traités qui nous relieront au reste du monde. Et puis surtout, une fois qu'on sera sorti de l'euro, on aura une monnaie qui sera à la mesure de la compétitivité de l'économie française. On est avec François Asselineau qui répond à nos questions et qui va répondre à vos questions, chers internautes, maintenant, avec Corentin Suire qui nous rejoint dans le studio du Figaro. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors, on va commencer par une première question de Gilbert. Alors, il rappelle que le dernier sondage Harris vous donne à 1% et Florian Philippot à 2%. Il vous pose une question. Pourquoi avoir refusé la main tendue de ce dernier, ce qui aurait permis au camp du Frexit de dépasser les 3%? Pourquoi vous avez refusé la main, d'une certaine façon, la main tendue de M. Philippot? D'abord, je ne veux pas me marier avec M. Philippot. M. Philippot, d'abord, vous me parlez de sondage. Moi, j'ai vu un sondage récent qui le donnait à 0,5 et nous à 1,5. Moi, les sondages, vous savez ce qui se passe actuellement? Nous avons beaucoup de remontées du terrain. D'ailleurs, on va le publier dans les jours qui viennent. D'instituts de sondage qui téléphonent, qui tombent sur certains de nos adhérents. Ils demandent, première question, pour qui aviez-vous voté en 2017?
nos adhérents, ils répondent Asselineau. L'enquêtrice, elle coche Asselineau. Pour qui allez-vous voter aux européennes? Ils disent la liste Asselineau, la liste UPR. Ah, j'ai pas ça dans mes listes. Ouais. Ipsos, Sofres et IFOP font ça. Vous leur avez écrit? Oui, et on a un adhérent qui a eu la présence d'esprit d'enregistrer la conversation. On va le balancer. Est-ce que vous trouvez normal que vous ayez des instituts de sondage qui refusent de mentionner l'existence même de la liste de l'UPR? D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal que lors du débat du 4 avril préparé par France 2, ils ont décidé que je n'y serais pas? Est-ce que vous trouvez que la France est une démocratie? Vous allez attaquer France Télévisions? Bon, j'ai déjà écrit à France Télévisions, mais là, on va passer à la phase judiciaire, phase supérieure. Parce que ça n'est tout à fait anormal que le parti qui propose de sortir de l'Union européenne, alors que ce débat fait florès dans toute l'Europe, soit interdit d'antenne. Alors moi, vous savez, vos sondages, voilà. Par ailleurs, excusez-moi... C'est pas ceux de Corentin, hein. Non, mais les sondages, j'ai bien compris que c'est pas ceux de Corentin. Je ne pas pour un... ici. Vos sondages, voilà. Par ailleurs, M. Philippot, personne n'en veut. D'ailleurs, M. Philippot, je suis désolé, il n'y a rien. Il n'y a pas une seule affiche, pas un seul tract, il n'a personne. Il ne pense pas les mêmes choses que vous? Pourtant, mais M. Philippot est un plagiaire. Je n'ai pas envie d'aller voir un plagiaire. En plus de ça, M. Philippot donnerait le sentiment que l'UPR est un mouvement d'extrême droite. Parce que non, 99% vous n'êtes pas des Français... droite, vous. Nous sommes classés en divers par le ministère de l'Intérieur et nous avons des ralliements de partout. Par exemple, voici 2 jours, nous avons eu la responsable de France Insoumise à Soissons et pour l'Oise, qui avait été candidate aux élections législatives pour France Insoumise à Soissons, qui vient d'annoncer publiquement qu'elle rejoignait l'UPR. Donc nous avons des adhérents venus d'absolument partout. Comme Étienne Chouard. Mais vous savez, il ne sera pas candidat, lui. Non, je lui ai proposé, il ne souhaite pas être candidat, mais il a annoncé qu'il voterait pour moi et qu'il appelait à voter pour moi. Et il est assez proche d'Alain Soral, lui. Pourquoi vous dites ça? C'est encore une calomnie. C'est pas vrai. C'est absolument faux. C'est comme si vous disiez... Est-ce que vous l'avez déjà interviewé, Étienne Chouard? Non, jamais. Bon, bah alors, nous avons un internaute qui s'appelle Géographe qui ne comprend pas pourquoi, d'un côté, vous flattez le modèle suisse de démocratie participative et de l'autre, vous refusez un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Moi? Alors, mais je ne demande que ça. Cet internaute est mal renseigné. On fait une autre question. Non, moi je suis tout à fait favorable. Non, alors je sais pourquoi peut-être il dit ça. C'est parce qu'il a dit que j'avais dit que si j'étais élu, oui, parce que j'aurais été élu sur un programme, j'allais pas ensuite faire un référendum pour demander si les gens étaient d'accord pour le programme que je voulais mettre en œuvre. Mais dans la mesure où ça ne vous a peut-être pas échappé, je n'ai pas été élu, je suis bien sûr tout à fait favorable pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Un point plus précis. Une question sur le problème de la surpopulation carcérale. Alors Philippe propose de supprimer les peines inférieures à 6 mois, voire 1 ou 2 ans. Est-ce que ça peut être une solution? Non, je ne pense pas que ce soit une solution. Je ne pense pas que ce soit en allant vers le laxisme qu'on aura une amélioration de la situation. Je pense en revanche que l'amélioration de la situation, la baisse de la criminalité en France, résultera de grands phénomènes macroéconomiques et moraux. Grands phénomènes macroéconomiques, c'est la diminution réelle du chômage. Grand phénomène macroéconomique, c'est également resserrer l'éventail. Pour baisser le chômage? On sort de l'euro et on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. C'est l'euro qui est responsable du chômage? Pour une très large partie, et la libre circulation des mouvements de capitaux qui est responsable notamment de l'hémorragie des délocalisations. Et puis aussi, il faut refermer l'éventail des inégalités qui s'ouvrent de façon colossale. Il y a une inégalité croissante. À partir du moment où on commencera à donner un sentiment que les Français de base auront le sentiment que les dirigeants cherchent le bien-être de la population et ne sont pas là pour donner encore plus et encore plus d'argent aux actionnaires des grands groupes internationaux, je suis sûr que la criminalité commencera à diminuer. Vous êtes pour le plafonnement des hauts salaires? Je n'y suis pas, faut voir, je n'y suis pas forcément hostile, ça dépend quel plafonnement, si vous voulez. Mais j'estime que lorsqu'on a des présidents de grandes banques qui gagnent 300 000 € net par mois, je trouve que c'est déjà beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Ce que je voudrais plutôt que ça, je pense par exemple qu'il faudrait que le taux d'intérêt du livret A soit au moins égal au taux d'inflation. C'est d'ailleurs ce que Chirac avait décidé. Vous avez vu ce qu'a décidé le gouvernement? Il a décidé que pour 2018, le taux d'intérêt qui sera servi sur le livret de caisse d'épargne, c'est-à-dire l'épargne populaire, il y a 80% des Français qui ont ça, eh bien ce taux d'intérêt sera de 0,75%, alors que l'inflation l'année dernière a été de 1,9. Ça veut dire que le gouvernement a décidé, comme un grand, de piquer 3,2 milliards d'euros aux détenteurs des livrets de caisse d'épargne, au moment même où il supprime l'ISF qui coûte 3 milliards et quelques d'euros. Ça veut dire que très clairement, le gouvernement Philippe et M. Macron ont décidé de prendre à peu près 3 milliards d'euros sur les Français les plus modestes pour le donner aux Français les plus riches. C'est contraire à la Constitution qui prévoit que la République est une République sociale.
Alors sur Twitter, Ulysse vous demande ce que vous pensez de l'ONU vis-à-vis de ce qu'elle a récemment dit sur la France, après avoir réclamé une enquête sur l'usage excessif de la force dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Oui, ben j'ai vu que c'est pas l'ONU, c'est la haut-commissaire pour les droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet, qui est une ancienne présidente de la République du Chili, qui sait donc ce que c'est que la répression policière, puisqu'elle était au Chili, elle était socialiste, qui effectivement a classé la France entre le Zimbabwe et Haïti. Ouais. Mais il n'y a pas que l'ONU. C'est votre opinion aussi? C'est un scandale. Les violences policières sont un scandale. Ah, voilà. Oui. C'est un scandale pendant cette crise des Gilets jaunes. Oui. Vous estimez que la police a outrepassé ses droits? Oui, j'estime que quand on voit le nombre de personnes qui ont été mutilées à vie, le nombre de gens éborgnés ou qui ont perdu une main, j'estime que la police a usé. D'ailleurs, il n'y a pas que moi. Même le Conseil de l'Europe, même l'Union européenne et donc l'ONU ont tiqué. En réalité, M. Macron a pris des mesures qui sont tout à fait scandaleuses. Bien sûr, il faut... Vous admettez quand même que la France de Macron n'est pas le Chili de Pinochet? Écoutez, sans doute, j'en sais rien, bien sûr, probablement, mais ce que je vois en tout cas, c'est que les médias sont entièrement verrouillés, que M. Macron commet des actions qui sont totalement inconstitutionnelles, et au sens, c'est pas une exagération de ma part. Lorsque vous avez M. Taché, porte-parole de En Marche, qui dit que le programme pour les élections européennes du mouvement En Marche est très clairement, il l'a dit sur C8, de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Union européenne, je suis désolé, le mouvement En Marche est un mouvement inconstitutionnel puisque l'article 4 de notre Constitution pose les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et M. Macron se permet de monopoliser à son profit tous les médias. On n'en voit plus que lui. C'est pas un grand débat, c'est une espèce de one-man show qui piétine. Et moi, j'ai droit pendant ce temps-là à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Et après, vous allez me dire, vous avez fait 2%, ça prouve que les Français n'ont pas été convaincus. Vous ne participez jamais au débat national ? Mais c'est pas un débat, c'est un one-man show. C'est un débat. Toutes les questions ont été verrouillées à l'avance. Voilà. D'accord. C'était François Asselineau qui était dans les studios du Figaro ce matin pour répondre à nos questions. Merci de vous être soumis à l'exercice. Merci Corentin Suire de vous être fait l'écho des questions des internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien.